Bienvenue. Dans cette vidéo, tu écoutes une longue et paisible suite de faits à propos de Bob l'éponge carré. Tu n'as rien à retenir, rien à surveiller. Laisse simplement les mots flotter doucement pendant que tu fermes les yeux. C'est un voyage à travers le monde de Bikini Bottom, un univers familier, mais rempli de détails que la plupart des gens n'ont jamais vraiment remarqués. Nous commençons tout au début, bien avant que Bob n'enfile son pantalon carré. Bob l'éponge ne s'appelait pas toujours ainsi. Durant les toutes premières étapes de développement de la série, le personnage portait un autre nom. Il s'appelait SpongeBob, pas comme un surnom ou un nom provisoire, mais comme un nom officiel. La série devait même s'intituler SpongeBob Ahoy. Ce nom a été utilisé jusqu'après l'enregistrement du pilote. Le tout premier épisode, Recherche Emploi, a été entièrement doublé avec le nom SpongeBob. Tous les comédiens le prononçaient à voix haute sans que personne n'y voie le moindre problème. Ce n'est que plus tard qu'un souci juridique est apparu. Le nom SpongeBob était déjà utilisé pour un produit commercial, ce qui empêchait Nickelodeon de l'employer légalement. Stephen Hillenburg a dû tout changer à la dernière minute. Les voix étaient déjà enregistrées. L'animation avait commencé et la date de diffusion approchait rapidement. Mais le nom devait malgré tout être modifié. La solution est venue d'une idée plus ancienne. Le prénom Bob provenait d'un projet antérieur. Dans une bande dessinée éducative que Hillenburg avait créée auparavant, il existait déjà un personnage nommé Bob the Sponge. C'est ainsi que SpongeBob est devenu SpongeBob. Le nom de famille SquarePants est né d'une plaisanterie. Le comédien Tom Kenny regardait un dessin du personnage et a fait, presque sans y penser, une remarque sur une éponge avec un pantalon carré. Hillenburg immédiatement su que c'était le bon nom. SquarePants ne décrit pas seulement un vêtement. En anglais, le mot square évoque aussi quelqu'un de sage, de coincé, presque un peu nerd, quelqu'un qui n'essaie pas d'être cool, et cela correspondait parfaitement à Bob. Bob l'éponge n'est volontairement pas un enfant. Dès le départ, Hillenburg voulait qu'il soit un adulte doté d'une personnalité enfantine. Pas un enfant qui doit grandir, mais un adulte qui choisit de conserver son innocence. Bob a été conçu comme quelqu'un qui travaille, qui a un emploi et qui vit seul. Il habite dans un ananas sous la mer, sans parents ni tuteur, et se lève chaque matin pour aller travailler. Ce n'était pas un hasard. Hillenburg avait une vision très claire. Bob devait être un adulte qui choisit consciemment de rester optimiste, gentil et joueur, même s'il connaît le monde et ses déceptions. Pour Hillenburg, devenir adulte ne signifie pas forcément devenir cynique, dur ou amer. À travers Bob, il voulait montrer que l'innocence et l'enthousiasme peuvent exister chez les adultes et qu'ils sont peut-être même nécessaires pour rester heureux. Lorsque Hillenburg a présenté la série à Nickelodeon, un conflit est presque immédiatement apparu. La chaîne avait beaucoup de succès avec des séries mettant en scène des enfants scolarisés et souhaitait que Bob soit lui aussi un enfant allant à l'école, car cela semblait plus adapté au public visé. Hillenburg était profondément en désaccord. Pour lui, le fait que Bob soit adulte n'était pas un détail, mais le cœur même du concept, et il était prêt à abandonner complètement le projet s'il ne pouvait pas conserver cette idée. Un compromis a finalement été trouvé. Bob est resté adulte, mais une école a été intégrée à la série, non pas pour des enfants, mais pour des adultes souhaitant obtenir
leur permis bateau. C'est ainsi qu'est née Madame Puff. Et les intrigues liées à l'école de navigation. Avec le recul, cela s'est révélé être l'une des meilleures décisions de toute la série. Nickelodeon obtenait un cadre scolaire, tandis que la philosophie de Hillenburg restait intacte. Bob est assez adulte pour travailler, payer des impôts et vivre seul, mais il échoue sans cesse à l'examen du permis bateau. Cette répétition renforce l'humour. Un enfant qui rate un examen de conduite, c'est banal. Une éponge adulte qui a essayé des centaines de fois et qui reste pourtant joyeuse. C'est à la fois tragique et drôle. Dès le premier épisode, cette vie d'adulte est clairement installée. Dans le pilote, Bob se lève tôt, se prépare pour un entretien d'embauche et est déterminé à obtenir un poste au Crabe croustillant. Monsieur Krabs n'est pas un père ni un professeur, mais un patron, même s'il a parfois des airs paternels. Carlo Tentacule n'est pas un camarade de classe harceleur, mais un collègue épuisé, coincé dans un travail qu'il déteste. Patrick n'est pas un élève, mais un ami adulte sans ambition ni responsabilité. Bob travaille 6 jours par semaine, du matin jusqu'à la fin de la journée. Il touche un salaire, aussi modeste soit-il. Il se sent perdu lorsqu'il est au chômage et panique lorsqu'il est renvoyé. Dans plusieurs épisodes, il est clair que le travail n'est pas seulement une obligation pour lui, mais une part essentielle de son identité. Il se définit comme cuisinier. Lorsqu'on l'empêche de cuisiner, il perd son estime de lui-même, un sentiment typiquement adulte, rarement associé aux enfants. Malgré cette vie d'adulte, Bob se comporte souvent de manière enfantine. Il s'enthousiasme facilement, croit en la bonté de chacun et voit rarement les conflits arriver. Ce comportement n'est pas un signe de bêtise, mais d'innocence choisie. Hillenburg a répété à plusieurs reprises que Bob n'est pas stupide. Il est naïf, mais pas inintelligent. Dans la philosophie de la série, l'innocence ne gagne pas toujours, mais elle ne disparaît jamais. Bob continue de rire, même lorsqu'il échoue, qu'on se moque de lui ou qu'on profite de lui. Cette attitude a rendu la série populaire auprès des adultes. Les étudiants, les jeunes travailleurs et même des spectateurs plus âgés se reconnaissaient dans l'épuisement de Carlo, la cupidité de Monsieur Krabs et la joie simple de Bob. La série ne parlait pas de l'école, mais du travail, du voisinage, des rêves qui n'aboutissent d'un pas et du fait de continuer malgré tout. Cela donnait à Bob l'éponge carrée une profondeur rare pour un programme destiné aux enfants. Un autre détail, confirmé explicitement seulement plus tard, est que Bob est ambidextre. Dans les premières saisons, différents animateurs utilisaient tour à tour sa main gauche ou sa main droite pour écrire, cuisiner ou accomplir d'autres gestes. Ce n'était pas un choix réfléchi, mais une conséquence du mode de production. Bob l'éponge est une série basée sur le storyboard, ce qui signifie que plusieurs artistes développaient des épisodes indépendamment les uns des autres. Certains étaient gauchers, d'autres droitiers, et personne ne suivait strictement quelle main Bob utilisait auparavant. Dans un épisode de la première saison, il a même été suggéré par erreur que Bob était gaucher, mais il s'agissait d'une incohérence. Pendant des années, les spectateurs ont remarqué qu'il changeait de main sans explication. Ce n'est qu'à la saison 6 que cela a été officiellement clarifié. Dans l'épisode où Bob se plante une écharde dans le pouce, il dit à voix haute qu'il est ambidextre, qu'il peut utiliser ses deux mains. Avec cette simple phrase,
Toutes les incohérences précédentes sont devenues un trait officiel de sa personnalité. Cette caractéristique correspond parfaitement à son travail. En tant que cuisinier, il doit accomplir plusieurs tâches à la fois. Le fait de pouvoir utiliser ses deux mains avec la même aisance le rend exceptionnellement efficace et explique pourquoi il sait improviser rapidement dans les situations de panique. Bob s'adapte toujours, même lorsqu'il est physiquement limité, et cette capacité d'adaptation concerne aussi son corps. En tant qu'éponge marine, il peut se régénérer. Il perd des membres, se déchire en deux, se fait écraser, étirer ou tordre, et à chaque fois, il se rétablit. Cela signifie que même les blessures qui sembleraient permanentes ne sont pour lui que temporaires. Combiné à son ambidextrie, cela le rend presque indestructible, aussi bien physiquement que mentalement. Peu à peu, on comprend que Bob l'éponge est bien plus qu'un simple personnage pour enfants. Il devient une figure presque philosophique, un symbole de persévérance et de gentillesse dans un monde qui ne récompense pas toujours ses qualités. C'est ce qui le rend apte à être regardé encore et encore, sans jamais s'épuiser. Après les 3 premières saisons et le succès mondial que Bob l'éponge carré avait déjà rencontré, Stephen Hillenburg a commencé à ressentir que l'histoire était arrivée à son terme. Pour lui, la série formait un tout achevé. Bob avait une identité claire, les personnages étaient pleinement définis, et le monde de Bikini Bottom solidement établi. Hillenburg n'avait jamais eu l'intention de créer une production sans fin. À ses yeux, Bob l'éponge n'était pas une franchise, mais un projet créatif complet. C'est pourquoi, vers 2002, il a décidé de mettre la série télévisée temporairement en pause, pour se consacrer entièrement à un seul récit final, un long métrage. Ce film ne devait pas être un chapitre supplémentaire, mais un point final. Hillenburg voulait s'arrêter avant que la série ne perde sa finesse. Il connaissait bien le phénomène des séries qui durent trop longtemps et finissent par abîmer leur propre héritage. Il voulait que Bob l'éponge reste dans les mémoires comme quelque chose d'intemporel et de cohérent, pas comme une œuvre qui se vide lentement de son sens. La production du premier film de Bob l'éponge a duré plusieurs mois. Hillenburg travaillait avec une petite équipe de scénaristes et d'animateurs en qui il avait une confiance totale. Ils se sont isolés dans un ancien bâtiment bancaire et ont travaillé intensément sur le scénario. Le film suivait volontairement une structure classique de voyage du héros. Bob y faisait face aux doutes, aux rejets et aux responsabilités. On se moquait de lui parce qu'il était jugé trop enfantin pour devenir manager. Et pourtant, c'est précisément cet optimisme enfantin qui s'avérait être la clé de la réussite. À la fin du film, il atteint son rêve et devient directeur du Crabe Croustillant. Pour Hillenburg, c'était la conclusion parfaite. La boucle était bouclée. Nickelodeon voyait les choses tout autrement. Pour la chaîne, Bob l'éponge était alors la marque la plus rentable qu'elle ait jamais possédée. Jouets, vêtements, jeux et licences rapportèrent des sommes colossales. L'idée d'arrêter était tout simplement impensable. Lorsque Hillenburg a indiqué qu'il souhaitait mettre fin à la série après le film, il a été écouté poliment, puis ignoré avec fermeté. Hillenburg s'est retrouvé face à un choix difficile. Les décisions quotidiennes, le ton et la direction de la série sont alors passés entre d'autres mains. À partir de la saison 4, de nombreux spectateurs ont commencé à sentir que quelque chose changeait.
Ce n'était pas une rupture brutale, mais un glissement progressif. L'humour devenait plus bruyant, les émotions plus extrêmes, et les personnages se retrouvaient de plus en plus enfermés dans un seul trait de caractère. Bob devenait moins un adulte optimiste et davantage un enfant hyperactif. Patrick passait de naïf bien intentionné à volontairement méchant. Monsieur Krabs devenait obsédé par l'argent, sans les moments de chaleur et de nuances qu'il avait auparavant. Carlo Tentacule cessait d'être une figure tragique pour devenir une cible de souffrance permanente. Cette évolution est souvent appelée la flandrisation. Cela désigne le processus par lequel un personnage est de plus en plus réduit à une seule caractéristique, jusqu'à ce que tout son caractère s'y résume. Dans Bob l'éponge, ce phénomène s'est installé lentement, épisode après épisode. Pour les jeunes nouveaux spectateurs, ce n'était pas un problème. C'est ainsi qu'ils découvraient les personnages. Mais pour les fans plus anciens, cela donnait l'impression de regarder une version déformée de quelque chose qu'ils avaient autrefois aimé. Hillenburg a tenté plus tard d'expliquer partiellement ce décalage en affirmant que tous les épisodes produits après le film se déroulaient en réalité avant celui-ci. De cette façon, il pouvait justifier le fait que Bob se comportait toujours comme s'il n'était pas devenu manager. Pour beaucoup de spectateurs, cette explication ressemblait davantage à une solution de secours qu'à une réponse réellement convaincante. Le ton, le rythme et l'intention de la série avaient clairement changé. Malgré cela, Bob l'éponge est resté populaire. Les enfants continuaient de regarder, les rediffusions se multipliaient et la marque ne cessait de grandir. Pour Nickelodeon, c'était suffisant. Pour Hillenburg, le sentiment restait partagé. Il aimait sa création, mais voyait aussi qu'elle évoluait d'une manière qu'il n'avait jamais envisagée. Il est revenu plus tard pour le deuxième film et a été impliqué dans le troisième, mais son rôle y était plus limité. Son décès en 2018 a définitivement mis fin à toute possibilité de retrouver un jour un contrôle créatif total. Pendant ce temps, le monde de Bikini Bottom continuait de s'étendre. Plus d'épisodes, plus de personnages, plus de situations. Certains détails étaient fixés volontairement, d'autres restaient au flou. La continuité n'a jamais été l'objectif principal, et Bob l'éponge carré a toujours été davantage une collection de moments qu'un récit parfaitement linéaire. Cela offrait une grande liberté, mais engendrait aussi des contradictions. L'une de ces contradictions est même devenue plus tard un fait officiel. Bob est ambidextre. Ce qui avait commencé comme une erreur d'animation s'est transformé en un trait de caractère. C'est ainsi que la série a souvent évolué de manière organique. Cette approche souple se retrouve aussi dans l'intelligence des personnages. Prenons Gary, l'escargot de compagnie de Bob. À première vue, c'est un animal domestique simple qui ne fait que miauler. Mais dès un épisode précoce, on comprend qu'il y a bien plus que cela. Dans les rêves, Gary est capable de parler, de réciter de la poésie et de comprendre des concepts complexes. Il utilise un vocabulaire scientifique et fait preuve d'un véritable sens philosophique. Cela pose la question de savoir si Gary a toujours été intelligent et choisit simplement de ne pas s'exprimer, ou si les rêves révèlent une autre couche de conscience. Bob l'éponge carré laisse beaucoup de choses ouvertes. Tout n'a pas besoin d'être expliqué. Certaines choses peuvent simplement exister. C'est ce qui rend cet univers apaisant.
Il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour s'y laisser porter. Comme la mer elle-même, Bikini Bottom est parfois logique, parfois absurde, mais toujours familier. La répétition, la logique douce et la dynamique prévisible créent un sentiment de sécurité. On sait que Bob continuera d'aimer son travail, qu'il échouera encore et encore à l'examen du permis bateau, que Carlo continuera de soupirer et que Patrick dira quelque chose de stupide. Il n'y a pas de véritable menace, pas de dommages durables, pas de fin définitive à l'intérieur même des épisodes. À mesure que la série avançait et accumulait les épisodes, Bob l'éponge carrée a développé peu à peu sa propre logique interne, indépendante d'une continuité stricte, mais fondée sur le ressenti et le rythme. Les épisodes n'avaient pas besoin de s'enchaîner parfaitement. Ce qui comptait, c'était que chacun fonctionne comme un petit instant de vie sous la mer. Cela permettait aux détails de changer sans explication. Bob pouvait être extrêmement compétent dans un épisode et échouer complètement dans un autre sans que cela ne paraisse contradictoire. Le personnage restait reconnaissable, même lorsque son comportement variait. Un bon exemple en est le talent de Bob en tant que cuisinier. À l'intérieur du crabe, croustillant, ses compétences sont souvent considérées comme allant de soi. Monsieur Krabs le voit surtout comme une main-d'œuvre bon marché. Ce n'est que lorsqu'il sort de ce cadre que ses capacités exceptionnelles deviennent réellement visibles. Dans plusieurs épisodes, Bob propose des idées innovantes, trouve des solutions créatives et parvient même à lancer des tendances. Pourtant, ces idées sont souvent d'abord tournées en ridicule ou ignorées, jusqu'au moment où elles commencent à rapporter de l'argent. Ce n'est qu'alors que vient la reconnaissance, et même cette reconnaissance reste généralement temporaire et calculée. Ce schéma en dit long sur la relation entre Bob et son patron, Monsieur Krabs. Bob l'éponge crée à partir du plaisir et de l'enthousiasme. Il veut rendre les autres heureux. Le fait de pouvoir gagner de l'argent avec ce qu'il fait n'est pour lui qu'un détail secondaire. Cette tension revient sans cesse et forme une critique discrète de la manière dont le travail et la passion sont traités dans le monde adulte. Malgré tout, Bob reste loyal. Même lorsqu'il serait sans doute mieux sans le crabe croustillant, il y retourne toujours. La cuisine est pour lui un lieu sûr. Le grill est son instrument. La spatule est le prolongement de sa main. Lorsqu'il pense l'espace d'un instant vouloir devenir autre chose, un artiste ou une célébrité par exemple, il s'avère finalement que son véritable talent le ramène toujours à la cuisson des pâtés de crabe. Non pas parce qu'il ne sait rien faire d'autre, mais parce que c'est là qu'il est le plus lui-même. Cette connaissance de soi contraste fortement avec Patrick. Patrick n'a pas d'identité stable. Il change d'un épisode à l'autre, parfois naïf et gentil, parfois cruel ou indifférent. Et pourtant, Bob continue de le considérer comme son meilleur ami. Cette loyauté est une constante. Bob ne regarde pas Patrick tel qu'il est dans ses pires moments, mais tel qu'il pourrait être. Cela rend leur amitié déséquilibrée, mais aussi sincère. Bob n'attend pas la perfection. Il attend seulement une présence. Carlo Tentacule s'inscrit lui aussi dans ce schéma. Carlo est souvent la victime de situations qu'il ne mérite pas. Il aspire au calme, à la reconnaissance et à une appréciation artistique, mais reçoit du bruit, du chaos et de l'indifférence. Malgré cela, il ne se détache jamais complètement de Bob. Parfois, dans de rares instants,
Il laisse Bob l'atteindre. Ces moments sont petits et vite recouverts de sarcasme, mais ils existent. Ils suggèrent que Carlo n'est pas tant rempli de haine que profondément fatigué. Fatigué de rêves qui ne se sont jamais réalisés. La série n'utilise pas ses personnages pour donner des leçons, mais pour montrer des émotions familières aux adultes. La fatigue, la frustration, l'enthousiasme, l'espoir et la déception. Tout est exagéré, mais jamais faux. C'est ce qui rend Bob l'éponge agréable à regarder ou à écouter encore et encore. Il y a toujours quelque chose de familier auquel se raccrocher. Même le monde dans lequel ils vivent contribue à ce sentiment. Bikini Bottom n'est pas une ville réaliste, mais un ensemble de lieux symbolisant différents aspects de la vie. Le crabe croustillant représente le travail. L'ananas, le foyer. L'école de navigation, l'échec et la persévérance. Goo Lagoon, la détente. Chaque décor porte une signification claire. Ainsi, le monde paraît logique, même lorsque les événements ne le sont pas. Fait intéressant, Bikini Bottom est volontairement situé dans un lieu chargé d'une lourde histoire. Son nom fait référence à l'atoll de Bikini, un endroit réel du Pacifique où ont eu lieu des essais nucléaires. Bien que la série ne le mentionne jamais explicitement, les créateurs ont confirmé plus tard que ce n'était pas un hasard. Certains fans y voient une explication aux animaux marins anthropomorphes, comme si les radiations avaient transformé la vie. D'autres y voient un contraste ironique. Un monde joyeux, bâti au-dessus d'un passé sombre. Quelle que soit l'interprétation, cela ajoute une couche supplémentaire. Pas indispensable pour apprécier la série, mais intéressante à connaître. Ces couches supplémentaires se trouvent partout, dans les dialogues, les décors et les remarques en passant. Elles ne réclament jamais l'attention. Elles sont là pour ceux qui veulent les remarquer, et invisibles pour ceux qui préfèrent simplement se laisser porter. Au fil des années, tandis que le nombre d'épisodes continue d'augmenter, Bob l'éponge carrée se transforme peu à peu en une sorte de bruit de fond pour plusieurs générations. On grandit avec la série, on s'endort devant, on la met en marche en faisant autre chose. Elle devient une constante. Non pas parce que chaque épisode est parfait, mais parce que le monde est familier. En écoutant plus longtemps les histoires de Bikini Bottom, on remarque que même les personnages les plus discrets occupent une place précise dans le rythme de la série. Gary est souvent celui qui tente d'avertir Bob, de le freiner ou de le corriger subtilement. Il est la voix silencieuse de la raison dans une maison pleine de chaos. Ce schéma revient souvent. Les personnages qui parlent peu sont souvent les plus lucides. Ils observent, réagissent à peine et laissent les autres se créer leurs propres problèmes. Cela renforce le caractère apaisant de la série. Tout n'a pas besoin d'être dit. Le silence a du sens. Parfois, un regard suffit. Cela rend l'écoute agréable, sans demander une attention active. La manière dont les épisodes se terminent y contribue aussi. Il y a rarement une véritable conclusion. Les problèmes sont résolus, mais jamais définitivement. Les conflits disparaissent sans laisser de traces. Personne n'apprend de leçons durables. Cela ne rend pas la série superficielle, mais légère. Tout se réinitialise doucement. C'est rassurant. On sait que, quoi qu'il arrive, rien ne tourne jamais définitivement mal. Même lorsque certains épisodes deviennent plus sombres ou inconfortables, une légèreté sous-jacente demeure. Ce n'est pas un hasard. Stephen Hillenburg voulait créer un monde
où l'échec n'est pas puni par l'exclusion. Bob échoue sans cesse. Il rate son permis bateau, se fait moquer, renvoyer et exploiter, mais il reste accepté. Il continue d'essayer. Cette répétition a quelque chose de calmant. Elle dit au spectateur et à l'auditeur que l'échec n'est pas une fin. La musique joue ici un rôle important. Une grande partie des musiques, de fond, sont d'anciens morceaux d'exotica et de musique hawaïenne. Elles sont lentes, répétitives et douces, et évoquent une journée d'été infinie sous l'eau. Même lorsque les situations deviennent chaotiques, la musique reste détendue. Ce contraste ne dérange pas. Il invite au repos. Bob peut être bruyant et enthousiaste, mais son enthousiasme n'est jamais agressif. Il est rond, mélodieux, presque musical. Patrick parle lentement, avec de longues pauses. Carlo a une voix monotone, pleine de soupirs et de plaintes, mais il crie rarement. Ensemble, ils forment un paysage sonore, reconnaissable, même lorsque l'on ne suit pas les mots consciemment. En restant plus longtemps à Bikini Bottom, on remarque que la série utilise beaucoup la répétition, non par manque d'idées, mais comme un choix assumé. Les situations reviennent sous des formes légèrement différentes. Bob s'enthousiasme pour quelque chose de nouveau, n'en voit que le bon côté, va trop loin, puis revient finalement à son point de départ. Cette structure circulaire crée de la prévisibilité. Le cerveau reconnaît les motifs et n'a pas besoin de rester en alerte. C'est l'une des raisons pour lesquelles cet univers est si apaisant. L'un de ces motifs récurrents est le besoin de reconnaissance de Bob. Il veut être vu, pas célèbre, mais compris. Il souhaite que les autres ressentent ce qu'il ressent lorsqu'il prépare un pâté de crabe ou qu'il se réjouit d'une chose toute simple. Souvent, ce besoin n'est pas pris au sérieux. Monsieur Krabs ne voit que la productivité. Carlo n'entend que le bruit, et pourtant, Bob continue d'essayer. Non pas parce qu'il attend le succès, mais parce que le simple fait d'essayer lui apporte de la satisfaction. Cette attitude le rend résilient. Lorsqu'il échoue, il est brièvement déçu, mais jamais brisé. Il se rétablit vite, parfois littéralement, parfois émotionnellement. Cette capacité à se relever empêche les épisodes de devenir lourds. La tristesse peut exister, mais elle ne s'attarde jamais. L'environnement participe aussi à ce ressenti. L'eau amortit tout. Le son se déplace différemment sous l'eau, même dans un monde animé. Les créateurs jouent subtilement avec cela. Les explosions sont étouffées. Les cris sont arrondis. Le silence est doux. C'est comme si un léger filtre reposait en permanence sur l'ensemble. Il n'y a pas de grand objectif, pas de mission ultime. Parfois, il s'agit simplement d'attendre, de ne rien faire, de laisser le temps passer. Bob et Patrick regardent des méduses. Carlo peint en silence. La mer ondule lentement à l'arrière-plan. Ces moments ne servent pas à faire avancer l'intrigue, mais à créer une atmosphère. Ils invitent au ralentissement. Ce ralentissement se retrouve aussi dans le timing des blagues. Les silences ne sont pas toujours comblés. Il y a des pauses où rien ne se passe. Pour un spectateur actif, elles peuvent sembler étranges, mais pour un auditeur, elles sont profondément apaisantes. Elles laissent de l'espace pour dériver. La série semble en avoir conscience, même si ce n'a jamais été son objectif explicite. À mesure que les saisons avancent, le style d'animation change. Les traits deviennent plus nets, les couleurs plus vives, les mouvements plus rapides. Et pourtant, la base reste la même. Le monde demeure fermé sur lui-même.
Il n'y a pas de véritable progression, pas de vieillissement, pas de point final. Bob reste Bob. Cela rend le temps fluide. Tu n'as pas besoin de savoir ce que tu as manqué. Tu n'as pas besoin de suivre. Tu peux simplement être là. Même lorsque la série se parodie elle-même ou devient excessive, un noyau doux subsiste. Ce noyau, c'est la sincérité. Bob ressent ce qu'il ressent, sans détour. Il ment rarement sur ses émotions. Il ne joue pas un rôle. Cela le rend fiable. Tu sais que son enthousiasme est réel et que sa tristesse l'est aussi, même si elle ne dure jamais longtemps. Cette honnêteté est rare et elle procure un sentiment de sécurité. Pendant que tu écoutes et que les faits, les observations et les petits détails défilent, Bob l'éponge carrée devient moins une série télévisée qu'une présence constante en arrière-plan. Avec le temps, on remarque aussi que le langage de la série suit un rythme bien à lui. Les phrases se répètent, certains mots reviennent, les intonations restent les mêmes. Bob dit souvent les mêmes choses, de la même manière. Ce n'est pas de la paresse d'écriture, mais de la reconnaissance. Le cerveau apprend ses motifs et n'a plus besoin de les traiter activement. Dès qu'une phrase commence, tu sais inconsciemment comment elle va se terminer. C'est apaisant. C'est comme entendre une chanson familière dont tu connais déjà la mélodie, même sans chanter. Patrick contribue aussi à ce rythme. Sa façon lente de parler, les longues pauses entre les mots et ses conclusions, souvent illogiques, ralentissent les conversations. Quand Patrick explique quelque chose, ce n'est jamais efficace. Il s'égare, se répète, ou arrive à une conclusion qui n'a aucun sens. Pourtant, il est rarement interrompu. Les autres personnages semblent accepter son tempo. Toute la scène ralentit alors. Le temps s'étire. Carlo forme le contrepoint. Et c'est justement pour cela que l'équilibre se maintient. Sa voix monotone, pleine de soupirs, ses réponses courtes apportent une forme de calme par la prévisibilité. Tu sais qu'il va se plaindre. Tu sais qu'il sera agacé. Cela ne change pas. Sa frustration est stable. Cela peut sembler négatif, mais une négativité constante est moins fatigante que des variations émotionnelles imprévisibles. Carlo reste Carlo. Il explose rarement. Le plus souvent, il soupire et continue. La série utilise aussi beaucoup de sons récurrents. La cloche du crabe croustillant, le grésillement du grill, le clapotis doux de l'eau, le grincement des portes. Ces sons reviennent si souvent qu'ils deviennent presque du bruit de fond. Ils marquent des lieux et des situations. Sans t'en rendre compte, tu sais où tu te trouves dès qu'un son apparaît. Cette sensation d'espace aide à se détendre. Tu n'as pas besoin d'imaginer. Tu reconnais. Même la tension est souvent neutralisée par la répétition. Quand Bob panique, cela se passe d'une manière familière. Sa voix déraille, il parle plus vite, il exagère. Mais cette panique ne dure jamais longtemps. Tu sais qu'il va se reprendre. Cela empêche toute véritable inquiétude. Le corps ne réagit pas par l'alerte, mais par la reconnaissance. La panique devient un son, pas une menace. Beaucoup d'épisodes contiennent aussi des moments d'immobilité totale. Bob et Patrick sont assis quelque part et ne font rien. Ils regardent dans le vide, ils attendent, ils sont simplement ensemble. Ces scènes sont étonnamment vides. Pas de dialogue, pas de musique, parfois seulement un bruit de fond. Cela laisse de l'espace pour respirer. Cet espace devient encore plus vaste quand on écoute sans regarder. Sans l'image, les stimuli visuels disparaissent. Il ne reste que le rythme, les voix et la répétition.
Ce sont précisément les éléments qui aident les pensées à ralentir. Tu n'as rien à suivre. Tu n'as rien à retenir. Tu peux t'enfoncer doucement. Peu à peu, la distinction entre les épisodes s'estompe. Les histoires ne se terminent pas vraiment. Elles se dissolvent, comme des vagues qui se brisent et disparaissent sans laisser de traces. Il devient difficile de ressentir une fin claire. Même lorsque la musique prend un peu plus de place, elle reste simple. Pas de mélodie complexe, pas de changement brusque. Tout évolue dans une plage limitée. Ce n'est pas un hasard. C'est une musique faite pour porter une atmosphère, pas pour attirer l'attention. Elle soutient, sans rien demander. En entendant tout cela ensemble, on comprend que Bob l'éponge carrée répond presque par accident à un besoin de calme. Non pas parce que tout est lent, mais parce que tout est fiable. Tu sais ce que tu vas trouver. Tu sais que cela se terminera bien. Tu sais que personne ne change de façon définitive. Cela crée un sentiment de sécurité. Dans cette sécurité, tu peux lâcher prise. Les pensées peuvent venir et repartir sans être retenues par la tension ou l'intrigue. Le monde de Bikini Bottom continue de tourner, indépendamment de toi. Et cela permet, pour un moment, de ne pas avoir à participer. En écoutant encore plus longtemps, tu remarques que même les éléments les plus absurdes finissent par devenir calmes grâce à la répétition. Des choses qui seraient étranges ou agitées ailleurs perdent ici leur tranchant. Une éponge qui parle, une étoile sans cervelle, un crabe obsédé par l'argent. Au début, elles surprennent, puis elles deviennent normales. Le cerveau les accepte comme des éléments fixes d'un environnement familier. Dès que quelque chose devient familier, le besoin de l'analyser disparaît. Cela vaut aussi pour l'humour. Beaucoup de blagues ne sont pas faites pour provoquer un grand rire, mais un léger sourire. Elles sont prévisibles, parfois même un peu plates. Et c'est justement cette simplicité qui les rend douces. Il n'y a pas de surprise qui te réveille. Même lorsqu'un événement inattendu survient, il est rapidement neutralisé par une réaction connue. Bob rit. Patrick ne comprend pas. Carlo soupire. L'équilibre revient de lui-même. Un autre élément apaisant est que personne n'avance vraiment, ni ne recule. Les ambitions sont exprimées, mais rarement accomplies. Les objectifs sont posés, mais jamais atteints, de façon définitive. Bob veut son permis bateau et continue d'essayer. Carlo veut de la reconnaissance et continue d'attendre. Monsieur Krabs veut être plus riche et reste insatisfait. Cette immobilité n'est pas un échec, mais un choix. Elle maintient le monde stable. Il n'y a pas de pression pour changer. Cette stabilité ressemble à un cercle sûr. Tu peux y tourner indéfiniment sans devoir arriver quelque part. C'est précisément ce qui aide à se détendre. Le monde moderne est rempli de progrès, de délais et d'attentes. Bikini Bottom ne l'est pas. Tout peut rester tel quel. Même les erreurs peuvent revenir. La morale des épisodes est rarement lourde. Parfois, il n'y en a pas du tout. Parfois, quelque chose est appris, puis oublié dans l'épisode suivant. Cela peut sembler inutile, mais c'est justement libérateur. Tout n'a pas besoin d'être retenu. Chaque expérience n'a pas besoin de devenir une leçon. Certaines choses peuvent simplement arriver et disparaître. La façon dont le temps est traité y contribue énormément. Les jours se ressemblent. Les saisons comptent peu. Il n'y a pas de vraie nuit, pas de véritable vieillissement. Les personnages dorment quand le récit en a besoin, pas quand c'est logique. Le temps est flexible et doux. Cela rend plus facile de laisser aller le temps soi-même.
En écoutant sans regarder, la séparation entre les scènes s'efface. Tout s'écoule ensemble. Les voix apparaissent et disparaissent. Les sons viennent et repartent. Il n'y a pas de structure rigide qui exige de l'attention. C'est comme flotter sous l'eau, en entendant des bruits venus d'en haut, étouffés et arrondis. Même le silence n'est pas vide ici. Il est rempli de présence, mais sans tension. C'est un silence qui peut rester, et c'est rare. Beaucoup d'histoires ont peur du silence et cherchent à le combler. Bob l'éponge le laisse exister. Cela rend le monde respirant. Peu à peu, l'écoute devient plus importante que le contenu. Les mots n'ont plus besoin d'être suivis. Ils deviennent des sons, un rythme, un arrière-plan. Tu n'as pas besoin de savoir de quoi il s'agit. Tu n'as rien à comprendre. Tu peux te laisser aller pendant que le monde continue de parler. C'est peut-être là la plus grande force de cette série dans ce contexte. Elle continue sans rien te demander. Elle accepte ta présence, mais n'a pas besoin de toi. Et c'est précisément pour cela que tu peux lâcher prise. En t'enfonçant encore un peu plus dans cet univers, tu remarques à quel point les véritables conflits y sont rares. Il y a des désaccords, des malentendus, de petites irritations, mais presque jamais de réelle hostilité. Même les personnages qui semblent ne pas s'apprécier restent présents dans la vie les uns des autres. Personne ne disparaît pour toujours. Personne n'est exclu. Tout continue de circuler dans le même cercle. Cela crée une continuité presque berçante. Regarde, par exemple, la manière dont la colère est exprimée. Dans Bob l'éponge carrée, la colère est bruyante, exagérée et brève. Elle s'enflamme vivement, puis s'éteint rapidement. Il n'y a pas de rancune qui s'accumule d'un épisode à l'autre. Personne ne retient vraiment quoi que ce soit. Une fois la situation passée, la colère disparaît avec elle. Les émotions deviennent légères. Elles viennent et repartent sans laisser de traces. Pour quelqu'un qui écoute, cela signifie qu'aucune tension émotionnelle ne reste accrochée. Même la honte et l'échec prennent ici une autre forme. Bob l'éponge. Carré n'est pas une histoire qui avance vers un but. C'est une constante. Un monde qui se répète sans s'user. Tu peux le laisser exister pendant que toi, tu deviens peu à peu plus calme. Il n'y a plus rien à attendre. Tout ce qui est nécessaire est déjà là. Le monde reste le même. Les voix demeurent douces. Rien ne réclame de réponse. Et cela suffit. Au final, ce qui reste surtout, c'est la sensation d'un monde qui n'a pas besoin de direction et qui ne cherche pas de conclusion. Un lieu qui continue d'exister sans que personne n'ait à le suivre ou à le retenir, où les voix gardent le même rythme, où les endroits ne changent pas et où les événements n'emportent aucun poids vers l'instant suivant. C'est justement pour cela que tout peut continuer paisiblement, sans attente et sans tension. Tandis que Bikini Bottom reste tel qu'il est, avec ses sons familiers, ses voix connues et ses motifs simples. Espérons que tu te sois déjà laissé aller. Et si ce n'est pas encore le cas, profite simplement du calme et imagine une belle journée tranquille à Bikini Bottom.